Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Philippe Cohen, vous avez publié au printemps dernier un essai, le voici, dont le format et la couleur n'est pas sans rappeler un autre essai publié en 1964 en Chine. Nous lui souhaitons le même succès que ce dernier, celui de Mao donc, tiré à plus de 900 millions d'exemplaires, deuxième plus grand succès d'édition après la Bible. Votre essai est le deuxième volet d'une réflexion que vous menez sur l'Empire du Milieu, puisqu'en 2005, vous aviez déjà publié sur le thème avec un titre plus exploratoire, « La Chine sera-t-elle notre cauchemar ?» Il y aurait donc une tradition française des essais en deux volets sur la Chine, puisqu'Alain Perfit avait publié en 1973 « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera », suivi, 24 ans plus tard, d'un second volet intitulé « La Chine s'est éveillée ». L'ampleur de la tâche d'analyse sur la Chine est à la mesure du pays lui-même, immense, et de la rapidité de ses évolutions. Aujourd'hui composée de plus de 1,3 milliard d'individus, la population chinoise était près de 2 fois moins nombreuse au début des années 50. Précisons d'emblée que les chiffres n'ont pas de valeur contractuelle, car si l'équivalent de l'INSEE en Chine compte 130 000 statisticiens, les chiffres sont à manier avec précaution. Est-ce problématique ? Quelques chiffres de plus ou de moins après la virgule ne représentent guère plus de quelques millions de personnes en plus ou en moins, soit la population de nombreux pays de l'Union européenne. Vous dressez un constat sans appel de la position de la Chine dans le monde aujourd'hui. Vous dénoncez une stratégie conquérante, voire hégémonique, de Pékin. En appui à votre thèse, vous rappelez quelques faits avérés. Ainsi, la croissance de l'économie chinoise s'est traduite dans les principales économies mondiales par des pertes d'emplois et de parts de marché, par un endettement extérieur, par une surévaluation des taux de change et enfin par une hausse forte des prix de l'énergie et des matières premières. Le développement économique de la Chine démarre dans les années 80, sorte de 30 glorieuses accélérées par les réformes économiques initiées par Deng Xiaoping. Le résultat est spectaculaire, un taux de croissance de 8 à 10% par an depuis une trentaine d'années. Ce succès s'appuie sur deux principaux avantages concurrentiels, une main-d'œuvre à très faible coût et une monnaie sous-évaluée, les deux avantages se conjuguant. Par ailleurs, depuis Tiananmen, les autorités chinoises ont infléchi leur politique économique, abandonnant le capitalisme entrepreneurial au profit d'un capitalisme néolibéral qui privilégie les exportations au détriment du marché intérieur. La croissance du pays le plus peuplé au monde a aussi ses contraintes, en particulier des besoins conséquents en matières premières et en énergie. Pour assurer son approvisionnement, la Chine a déployé une stratégie d'implantation dans les pays producteurs qui lui confère une maîtrise toujours accrue des ressources naturelles planétaires. Peut-on, sinon accepter, tout du moins comprendre cette politique et les déséquilibres qui l'accompagnent ? Un regard vers le passé nous incite à penser que oui. L'histoire de la civilisation est jalonnée de dominations parfois plus impressionnantes. On peut songer à l'Égypte ou encore à l'Empire romain. Au XVIe siècle, le Saint-Empire romain germanique n'était-il pas celui sur lequel le soleil ne se couche jamais ? Plus proche de nous, que dire des empires coloniaux européens et de la géopolitique américaine au sortir de la Seconde Guerre mondiale ? Enfin, les relations de l'Occident avec la Chine n'ont pas toujours été exemplaires. Le respect et l'admiration du siècle des Lumières a cédé la place à des tensions puis à des agressions. À partir de 1840, les grandes puissances occidentales, dont la France et l'Angleterre, sont entrées en guerre contre la Chine, notamment pour l'obliger à accepter l'importation de produits dont elle faisait commerce. Il en va ainsi de l'opium importé des Indes. La Chine a ensuite été occupée par ces mêmes pays, puis par le Japon. Ce n'est qu'en 1945, à la conférence de Yalta, que la Chine a pu recouvrir son autonomie. Devons-nous être inquiets de l'expansion de la Chine à travers le monde ? Sa relation étroite avec les États-Unis plaide en faveur du non, car elle montre que la Chine n'est pas toute puissante. Son économie repose pour beaucoup sur ses échanges extérieurs, qui représentent la moitié de son PIB, avec comme principal partenaire les États-Unis. Échange de bons procédés, une partie des réserves de change en dollars ainsi constituées sont utilisées pour acheter des bons du Trésor américain et donc financer un déficit préoccupant. Autre preuve de l'imbrication de la première et de la troisième économie mondiale, la crise de 2008 a eu des effets significatifs sur la consommation aux États-Unis et par ricochet produit des inquiétudes à Pékin qui a dû mettre en œuvre un plan de relance. Pour autant, de réels motifs d'inquiétude existent. Des économistes, dont Patrick Artus, dénoncent des surinvestissements en capacité de production pour les produits de basse et moyenne gamme. Les énormes réserves de change sont en effet autant de liquidités qu'il faut employer.
Si la demande pour les produits chinois venait à fléchir, un risque de crise de surproduction pourrait se matérialiser en Chine, mais dont l'économie mondiale ne serait pas tenue à l'écart. D'autre part, en cas de nouvelle crise mondiale, le marché intérieur chinois pourrait-il absorber les excédents de production? La réponse semble négative. La consommation intérieure ne représentait que 35% du PIB en 2008. Est-elle amenée à se développer? Beaucoup d'observateurs ont misé par le passé sur une évolution de la Chine liée à l'émergence d'une classe moyenne. Certains, comme le sinologue Jean-Luc Doménac, sont aujourd'hui plus pessimistes. Au fond, la Chine serait à la fois la réussite et l'échec de l'expérience communiste. Sa réussite, car le défi relevé par les soviétiques est jamais atteint, de parvenir à un niveau de production semblable à celui de la première économie de marché au monde, est un rêve qui paraît accessible à la Chine. Cette performance s'accomplirait avec certes quelques concessions au marché, mais en conservant une propriété collective des moyens de production et une organisation qui reste largement centralisée. C'est aussi l'échec du communisme, car dans la dialectique hegélienne et la logique marxiste, la superstructure doit s'adapter à l'infrastructure et au final, l'État se transformer puis disparaître. Loin s'en faut, on peut se demander si le centralisme comme forme d'organisation sociale ne serait pas profondément ancré dans la culture et les traditions chinoises. En d'autres termes, les Chinois auraient été communistes avant même que l'idée ne soit inventée. Le communisme ne serait alors qu'un avatar pour une société vieille de plus de 5000 ans et qui a su maintenir, peu ou prou, une unité politique au sein d'un immense territoire. Les dégâts écologiques et la question de la propriété intellectuelle sont d'autres sources d'inquiétude. Sur le premier plan, la Chine connaît les effets secondaires de son expansion. Pollution, congestion des villes, comme l'a montré le formidable embouteillage de l'été dernier aux abords de sa capitale, arbitrages environnementaux discutables, comme la création du barrage des Trois Gorges, qui, outre le déplacement sans aide de 2 millions de personnes et la perte de sites historiques, a conduit à bouleverser les écosystèmes de la zone. En ce qui concerne le respect du droit de propriété intellectuelle, la notion n'existe tout simplement pas en Chine. Or, son existence est un puissant stimulus de l'économie, puisqu'elle permet à un inventeur, un créateur, de tirer les fruits de son travail de recherche et d'innovation. En son absence, pourquoi continuer à chercher? Pour l'heure, la Chine procède à des transferts technologiques, entre guillemets. Elle va chercher les idées là où elles se trouvent, sans trop s'embarrasser de rémunération de droits. Vous donnez quelques exemples particulièrement édifiants. Quid de l'avenir si cette politique perdure? L'apport le plus intéressant de votre essai, cher Philippe Cohen, est d'avoir mis l'accent sur 2 changements de paradigme. Premier changement, la puissance d'un pays ne procède plus de sa puissance militaire, mais de la force de son économie. Dès lors, le modèle américain, tout en déploiement de troupes et en stratégie guerrière, paraît désuet et archaïque quand il suffit de quelques cadeaux d'infrastructures, un stade de foot par ici, une autoroute par là, offerts aux pays en développement pour s'assurer l'accès à leurs matières premières et à leur marché intérieur. Second changement de paradigme, que le capitalisme prenne des aspects sauvages pour la conquête de certains marchés, nous nous y étions fait. La doctrine d'Adam Smith, l'un des fondateurs du libéralisme économique, a vécu. La poursuite des intérêts individuels ne saurait aboutir à l'harmonie sociale. Mais nous nous étions habitués à ce que ce capitalisme sauvage émane des décisions de certains acteurs du marché, traders, actionnaires, etc. En revanche, notre culture ne nous préparait pas à ce qu'une puissance publique, dont les interventions sont en général régulatrices ou protectrices, use des mêmes méthodes. C'est une révolution qui n'a guère à voir avec la culture. Cher Philippe Cohen, merci d'avoir accepté l'invitation d'Audencia pour nous éclairer sur les évolutions récentes de la Chine et sur la place qu'elle occupe dans notre quotidien. Merci pour cette présentation. Vous ne croyez pas si bien dire, parce que en évoquant Perfit, je n'aurais pas d'ailleurs la prétention de me comparer à Perfit et encore moins à l'auteur du best-seller précédent dont vous avez parlé. Mais en tout cas, c'est vrai que par référence à Perfit, on a failli appeler notre livre avec Luc Richard « Quand la Chine nous endormira ». Bon, donc vous voyez que c'était bien vu de votre part. Alors, un petit préalable, vous savez, les milieux du management américain conseillent de commencer l'exposé par une blague. J'ai pas de blague, mais j'ai une mauvaise blague. C'est par ça que je voudrais commencer. La chemise que je porte ici, sur moi, je l'ai faite faire sur mesure, à Pékin,
elle m'a coûté 4 euros. Donc, a priori, un économiste, disons, irréfléchi, comme le sont souvent les économistes ultralibéraux, pourrait dire ben, c'est formidable, une chemise sur mesure à Paris, ça coûte allez, 150, 200 euros, hein, au bas mot. Donc, ça veut dire que le gain de pouvoir d'achat en tant que consommateur, grâce aux échanges commerciaux, eh bien, il est de, je sais pas, 150 euros divisé par... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, ça fait quand même pas mal, un gros gain de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que, en gros, je pourrais m'acheter, avec l'équivalent d'une chemise sur mesure à Paris, je peux m'en faire fabriquer 300 à Pékin. Bon, c'était en 2005, ça a un petit peu augmenté, je crois que c'est aujourd'hui 8-9 euros, mais enfin, quand même, ça reste une somme tout à fait acceptable. Bon, excepté le problème des boutons, parce que les boutons en Chine sont de très mauvaise qualité, et donc au bout de quelques temps, vous êtes obligé de... Il y a un problème de maintenance, disons, sur les chemises chinoises. Voilà. Alors, c'est une mauvaise blague, pourquoi? Parce que la même personne qui porte cette chemise sur mesure faite à Pékin est aussi un père de famille, Nobody's Perfect, et notamment d'une famille dont l'aîné a 28 ans, et jusqu'à il y a quelques jours, était au chômage. Et je vous garantis que c'est ce que je répondrai à un économiste irréfléchi, cotiser pour une fille au chômage de 28 ans, qui cherche vraiment à travailler, c'est beaucoup plus coûteux que payer une chemise sur mesure 150 euros. Et je pense que le problème de notre économie, le fonctionnement de notre économie telle qu'elle s'organise aujourd'hui, c'est que ce genre de rapprochement n'est pas fait. Et que je suis là pour essayer de faire ce genre de rapprochement. C'est comme ça que je définis un peu mon métier. Un passage sur mon métier et sur quelque chose qui est beaucoup plus français, qui est, au fond, quand quelqu'un se permet de venir déranger une centaine de personnes pour une conférence, un soir de grève en plus, pour aggraver son cas, eh bien, on se dit, finalement, quelle est sa compétence, en quoi il est légitime. Et finalement, c'est un peu une question qui s'est imposée depuis que Lacan a essayé de rendre Freud totalement incompréhensible au grand public. D'où il parle, d'où je parle. Alors je vais vous dire tout de suite, pour vous mettre tout le monde à l'aise, je ne suis pas un expert sur la Chine, je ne parle pas chinois, je connais la Chine depuis assez peu de temps. Bon, j'ai pris la précaution de travailler avec quelqu'un qui, en revanche, pratique le chinois, est installé en Chine depuis 10 ans. Donc c'est de cet échange et de ce travail en commun, moi à Paris, lui en Chine, dans toute la Chine, pas seulement à Pékin, j'y reviendrai, que sont nés nos deux livres. Et donc, pourquoi je suis arrivé? J'ai décidé de m'adresser à quelque chose qui finalement était même assez étranger, comme vous l'avez dit, en résumant rapidement mon parcours. C'est parce que c'est en fonction d'une certaine conception du métier de journaliste. La majorité des journalistes considèrent que leur job, c'est d'apporter des informations au grand public. Moi, je pense que c'est une définition primitive du journalisme, un peu comme il y avait un communisme primitif avant qu'on ait la chance de goûter à celui de Marx et Lénine. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi c'est primitif? Parce que je pense que l'information aujourd'hui est la denrée la plus répandue dans le monde où nous fonctionnons, où nous vivons aujourd'hui. Le dernier roman de Houellebecq raconte de manière assez drôle que son héros remarque que quand il s'éloigne de Paris, plus il s'éloigne de Paris, moins il reçoit d'informations spontanément. Et c'est assez juste. Hein. C'est-à-dire que l'information dans les villes, c'est Paris, c'est Nantes, c'est pareil, l'information dans les villes est quelque chose qui nous envahit totalement. Et donc, apporter encore une information de plus, c'est pas un service qu'on rend, c'est au contraire, c'est un ennui supplémentaire. Donc le rôle du journaliste n'est pas d'apporter des informations, mais de rendre le monde intelligible, de rendre le monde plus compréhensible. Et pour cela, effectivement, je considère que notre job, c'est de décrypter c'est peut-être un peu prétentieux ou barthien, si vous voulez, de Roland Barthes, c'est de décrypter
Et c'est de décrypter le monde contemporain et de décrypter surtout les récits du monde contemporain. Et si je me suis intéressé à la Chine, c'est parce que j'ai vu apparaître dans les années, disons, 90, un récit sur la Chine, un récit chinois. Et ce récit chinois était très homogène. Et moi, quand j'entends un récit homogène, c'était le cas par rapport au monde, il y avait aussi un récit très homogène sur la qualité du monde qui moi, me heurtait parce que je connaissais un certain nombre de choses qui me permettaient de douter sur ce qui se disait sur le monde. C'est pour ça que j'ai fait ce travail sur le monde. Et là, c'est pour ça que j'ai fait ce travail sur la Chine, parce que quand il y a trop de gens qui disent la même chose sur le même sujet, ça donne quand même, et ça je trouve que c'est le cœur du métier de journaliste, ça donne irrésistiblement envie d'aller voir ce qui se passe réellement derrière ce récit. Voilà, c'est une intro un peu longue, je m'en excuse, mais je trouve que c'est... Bon, après, l'autre préalable que je voulais faire, c'est que cette conférence m'a donné l'occasion de faire mes premières armes sur PowerPoint. Je ne suis pas, contrairement à tous les étudiants qui y a ici, un professionnel de PowerPoint, et j'espère qu'ils seront indulgents à mon endroit par rapport au cafouillage qu'il risque d'y avoir lorsque je vais, dans un petit moment, mettre en route la machine. Voilà. Alors, récit chinois, c'est quoi le récit chinois? C'est d'abord des images que l'on voit. J'en ai une. Alors voilà, déjà, PowerPoint. Est-ce que... Ah, on ne m'a pas dit comment... Si. Bon, je ne débloque pas. Ah, voilà. Voilà, ben, j'en ai sélectionné un ou deux que je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Les images de la Chine, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les magazines, c'est toujours une jeune fille avec une robe rouge. Bon, alors c'est vrai que je suis bien placé pour savoir que les directeurs de journaux sont des marketeurs et des commerçants, et donc ils savent que le rouge fait vendre. On dit que le rouge fait vendre en kiosque. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais enfin, c'est une croyance, en tout cas, qu'il y a dans le milieu de la presse. En tout cas, chaque fois qu'il s'agit de Chine, il y a toujours des jolies filles. Bon, là, c'est un peu étalé à cause de la taille, enfin, de PowerPoint, justement, qui déforme les choses. Mais, et puis, des tas comment dire, de signes ou de stigmates de modernité, quoi. Vous regardez les magnifiques buildings, etc. Ce que ça nous dit, c'est finalement, ce que nous dit cette image, c'est... alors, il y a effectivement, si on voulait faire une sémologie d'amateur, vous avez à la fois la robe et l'éventail qui évoquent la tradition chinoise. Et puis, en fond, vous avez... voilà, c'était comme ça avant, maintenant c'est formidable, c'est la puissance, bon, et avec un mensonge évident, parce que pour trouver un ciel comme ça dans des villes chinoises, maintenant, je vous garantis qu'il faut galérer énormément. Vous trouvez plutôt des ciels très gris, etc., à tel point que durant les Jeux Olympiques, il a fallu tirer des coups de canon pour dégager un peu les choses. Enfin, passons. Donc, ça, c'est la vitrine un peu chinoise, l'image de la Chine. Et puis, la deuxième chose qui est importante, bon, je montre ces buildings parce que il faut toujours avoir à l'esprit, quand on parle de la Chine, que le récit chinois occidental n'évoque que la Chine des villes. La Chine des villes, c'est, si vous voulez, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus important, c'est-à-dire qu'il y a une urbanisation, on va le voir plus loin, plus en détail, mais il y a une urbanisation colossale, c'est-à-dire en un temps record de la Chine, mais il y a quand même encore aujourd'hui 700 ou 800 millions de ruraux en Chine. Et si vous voulez, vous avez, si vous voulez avoir une autre appréhension que celle des journalistes qui vivent en Chine et qui vous rapportent ce fameux récit chinois, ils sont en général à Shanghai, ils sont à Pékin, mais ils ne vont pas se promener ailleurs dans la Chine. S'ils se promenaient ailleurs dans la Chine, ils auraient beaucoup plus de chances de voir des jeunes prostituées chinoises, parce que c'est une industrie, l'une des industries les plus prospères du pays, que des jeunes filles comme ça, qui ont l'air, qui sont ravissantes, qui sont sur les photos des magazines français ou anglais ou américains. C'est à peu près pareil. Alors, voilà. L'autre aspect de ce récit chinois fondamental, alors ça je pense que surtout c'est très marquant à la radio, je trouve, c'est les chiffres. La Chine, c'est des images et des chiffres pour l'Occident. Les chiffres, c'est quoi? C'est la croissance,
une croissance qui fait rêver tout le monde. Okay. Donc c'est une croissance à 2 chiffres. Quand nous, si on fait 3%, on est heureux comme des papes. Hein. La dernière fois qu'on a fait 3% de croissance, on a gagné la Coupe du Monde de football. C'est dire à quel point ça nous rend euphorique. On en est bien loin aujourd'hui sur tous les plans. Mais disons que les chiffres de croissance chinoise font rêver les Occidentaux. Hein. L'autre chiffre qui a fait le tour du monde et sur lequel je vais m'appesantir un tout petit peu plus, c'est celui qui nous dit que le régime chinois, alors en général c'est dit avec les réserves d'usage du bon démocrate occidental, c'est-à-dire quoi qu'on pense du régime chinois, et même s'il a un côté qui n'est pas démocratique ou pas la même démocratie que nous, enfin peu importe les périphrases, eh bien c'est un régime qui quand même a réussi à sortir 400 millions de personnes de la pauvreté en une génération. C'est en général un chiffre qui a fait, on l'a observé avec Luc, qui a fait le tour du monde, qui est repris partout, sur les radios, les télévisions. Bon, alors on s'est intéressé à ce chiffre, parce qu'après tout, comme le premier livre qu'on a sorti, c'était justement pour expliquer que non seulement entre 1979 et 2005, nous, on n'avait pas vu en tout cas d'amélioration notoire de la condition de vie et de travail des ouvriers chinois, à cause notamment de ce qu'on appelait les Minggong, c'est-à-dire les migrants de l'intérieur, qui sont plusieurs. Il y en a 20 millions de personnes il y a 20 millions de personnes qui chaque année quittent la campagne pour aller à la ville et qui sont des citoyens de seconde zone, si vous voulez. C'est un peu comme des sans-papiers européens, sauf qu'ils sont en Chine et qui sont en principe citoyens chinois, mais qui n'ont pas les mêmes droits que les autres Chinois. Et donc, ils travaillent dans des conditions, je vais vous montrer des photos, absolument terribles. La thèse de notre premier livre, La Chine sera-t-elle notre cauchemar, c'est que contrairement à ce qu'on nous avait dit, il n'y a pas eu entre 1985 et entre 1978, date du début de la libéralisation, et 2005, d'amélioration notoire donc, du salaire et des conditions de vie des Minggong. Voilà. Donc là, on a essayé de vérifier d'où vient ce chiffre. Alors la première chose qui frappe quand ce chiffre 400 millions sortis de la pauvreté, c'est que c'est un chiffre donné par les autorités chinoises. Hein. Donc, quand on sait comment sont faites les statistiques chinoises, quand même, c'est des statistiques qui sont quand même sous l'autorité du parti, hein, effectivement, on doit normalement au moins émettre un certain doute. En fait, on a réussi à reconstituer, grâce à Cai Chungo, qui est un dissident chinois qui essaye de l'extérieur de la Chine, d'aider à la construction d'un syndicalisme libre en Chine. Il nous a expliqué d'où vient ce chiffre. Et qu'en réalité, à un moment donné, quand on dit sortie de la pauvreté, en principe, c'est selon le critère de l'ONU. Le critère de l'ONU, c'est $2 par jour. Et en général, les autorités chinoises, si vous voulez, adorent adapter nos concepts, ou les concepts occidentaux, à la réalité chinoise. C'est-à-dire que, par exemple, ils parlent souvent de démocratie à la chinoise, de droits de l'homme à la chinoise, ou de choses comme ça, par exemple. Et là, ils ont fait un seuil de pauvreté à la chinoise. Le seuil de pauvreté à la chinoise, c'est 5 fois moins que le seuil de pauvreté, si vous voulez, tel que le définit l'ONU, pour tous les pays qui sont bien plus pauvres que la Chine. Hein. Donc voilà. Alors, ce qui est frappant, c'est pas que donc ça correspond, si vous voulez, à 800 yuan, c'est-à-dire 80 € par an. Voilà. Le seuil de pauvreté tel qu'il est défini en Chine, alors que le seuil de pauvreté tel qu'il est défini par les Nations Unies est de $350 et de 300 €. Donc, vous voyez, 4-5 fois. Ce qui est très étonnant dans cette affaire, ce n'est pas que les dirigeants chinois essayent de valoriser, et je ne voudrais pas paraître ici d'ailleurs, avoir la prétention ou l'arrogance de vouloir donner des leçons à quiconque. Je pense que diriger un pays d'1,3 milliard de personnes est la chose la plus compliquée qui soit. Il faut toujours jamais oublier ça. Je veux dire, c'est pas facile de diriger un pays comme la Chine. Mais néanmoins, c'est normal, d'une certaine manière, que les Chinois essayent de valoriser
les progrès qu'ils ont faits, y compris par ce qu'on pourrait appeler une propagande un peu rustique. Mais ce qui est beaucoup moins normal, c'est que les économistes, les experts, les journalistes du monde entier reprennent ces chiffres comme s'ils étaient vérité sonnante et trébuchante, quoi. Ça, c'est un des problèmes, je trouve, de ce récit chinois. Alors, est-ce que je vais y arriver cette fois-ci? Ah, voilà. Alors, dans ce qui est dit sur la Chine depuis le début des années 90, il y a finalement 3 illusions que je voudrais essayer de développer ici ce soir. La première illusion, j'ai pensé que ça vous intéresserait parce que c'est en tant qu'étudiant d'école de gestion pour certains d'entre vous qui sont là ce soir, c'est que on a présenté le marché chinois comme un formidable débouché pour les entreprises européennes. Je pourrais même ajouter un peu plus, c'est-à-dire que au fond, surtout depuis la crise, la Chine est présentée comme la solution. C'est-à-dire que c'est la Chine qui est censée tirer la croissance mondiale. Et donc, les pays développés confrontés à la plus grande crise depuis la crise de 29 développent l'idée qu'il faut surtout compter sur la Chine pour en sortir, que c'est la croissance chinoise qui va nous permettre de sortir de la crise. Je crois que c'est une idée qui est, à mon avis, catastrophique. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Mais c'est une idée qui est très très forte et qui est très développée depuis 2008. Donc, formidable débouché pour les entreprises européennes. Deuxième idée, alors qui est un peu moins développée aujourd'hui parce qu'on s'est aperçu que c'était une imbécilité, hein, c'est, en gros, c'est très bien, toujours en fonction, à mon avis, de ce que j'appelle le dogme libre-échangiste. Moi, je suis un libéral, mais je suis pas. J'estime qu'on peut être libéral sans être dogmatique. C'est-à-dire, on pourrait y revenir dans la discussion. Mais en gros, l'idée que le développement des échanges, c'est toujours gagnant pour tout le monde, c'est pas grave qu'il y ait des délocalisations, c'est pas grave que la Chine aspire, comme elle l'a fait au cours de ces 25 dernières années, le travail industriel du monde entier, puisque nous, comme on est très fort et très intelligent, on va garder le travail avec une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on est très malin, on aura nos innovateurs, nos ingénieurs, on aura toujours un coup d'avance. Et comme ça, le travail industriel, les Chinois feront le sale boulot, ils vont se salir les mains, etc. Puis tandis que nous, on sera là avec nos ingénieurs, nos machins, on fera des trucs intello, tout ça, formidable. Bon, ça c'est un argument que j'ai entendu des centaines de fois dans les années 80 et 90 pour dire « il ne faut pas vous inquiéter pour les délocalisations, de toute façon, nous, on garde le travail à forte valeur ajoutée ». Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, plus personne ne dit ça, à part peut-être Jacques Attali. Mais pourquoi? Parce que, oui, je dis Jacques Attali parce que je suis malheureusement chargé de faire un article sur son rapport qui sort, Attali 2, la commission pour Marianne. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que les unes après les autres, les entreprises les plus technologiques, le fleuron de la technologie européenne, française, américaine, est en train de plier bagage de Chine. On voit bien que Airbus, par exemple, c'est fini. On voit bien que... c'est fini, on s'entend. Airbus pourra continuer à avoir une présence en Chine. Ils espèrent faire mais ce sera par un biais capitalistique, c'est-à-dire en prenant du capital dans une entreprise d'aéronautique chinoise, ou ce sera par certains segments de l'ingénierie. Mais en gros, les Chinois maintenant maîtrisent parfaitement la technologie qui consiste à fabriquer des Airbus. Ils sont en train de... Et donc d'ici quelques années, à mon avis assez peu de temps, les avionneurs européens vont être confrontés à des avionneurs chinois qui vont proposer probablement des avions à des prix beaucoup moins chers. Bon. De la même manière, Alstom est en train de se faire, non seulement Alstom n'a plus vraiment de possibilités en Chine pour le TGV, mais en plus, on vient d'apprendre là, il y a 2 semaines
que pour la première ligne New York-Chicago, vous savez que les États-Unis ont décidé de s'équiper en TGV, eh bien, ils ont choisi le TGV chinois, qui est évidemment beaucoup moins cher que le TGV français, ou allemand d'ailleurs. Et j'ai eu l'occasion, durant cette enquête, de parler avec Anne Lauvergeon, qui dirige Areva. Là aussi, c'est troisième fleuron technologique français. Et quand on discute hors caméra et hors micro avec Anne Lauvergeon, elle explique la même chose. C'est-à-dire que en ce moment même, les Chinois sont en train de conclure une alliance avec EDF pour fabriquer des centrales nucléaires low cost, comme on dit, qui en fait sont en train de fermer le marché chinois à Areva. EDF va rentrer, mais Areva va sortir, en gros. Et je ne suis pas sûr qu'au niveau macroéconomique, la France gagne à cette permutation. Voilà, alors c'est pas pour être... oui, c'est un peu, je sais que c'est un peu catastrophiste, mais il faut comprendre qu'une partie de la panier, alors je pourrais citer deux exemples, c'est pas simplement parce que les Français, on est nuls, hein, on est nuls, d'accord, tout le monde le sait, mais il y a aussi, je veux dire, beaucoup d'entreprises, par exemple Google a des problèmes terribles, hein, pour d'autres raisons. Warner a plié bagage, alors qu'on sait très bien que le cinéma est en train de devenir le premier, la Chine est en train de devenir le premier marché de cinéma du monde. On est dans une situation aujourd'hui, et c'est ça que je pense qui est en train de produire, si vous voulez, une sorte de revirement, d'ailleurs, agréable pour les gens qui l'avaient prévu comme nous, c'est que, mais désagréable pour l'industrie et le chômage, etc., c'est que, en fait, maintenant que le marché chinois risque de se développer, il se ferme. Il se ferme aux entreprises, il se ferme à un certain nombre d'entreprises occidentales. Et je pense qu'un certain nombre de dirigeants de grandes entreprises, surtout aux États-Unis pour le moment, mais ça vient en Europe aussi, sont en train d'en prendre conscience, avec, à mon avis, pas mal de retard. La troisième chose qu'on entend moins aussi, parce que là, à force d'être patient, on finit par ne plus l'être, c'est l'idée que l'économie de marché amènera forcément la démocratie en Chine. Alors ça, c'est une idée, si vous voulez, qui m'a toujours paru contestable. D'abord parce que factuellement, elle est contestable. Les premiers pas du libéralisme de la deuxième partie du XXe siècle, donc en gros après les 30 glorieuses, il ne se situe pas aux États-Unis, il se situe au Chili, dans le Chili de Pinochet, donc qui s'est parfaitement acclimaté aux idées des Chicago Boys qui ont développé et appliqué plutôt sur le terrain. Le Chili a été un formidable laboratoire d'application du libéralisme. Donc c'était très facile de voir que les principes libéraux, entre guillemets libéraux économiques, hein, moi je dis néolibéraux parce que, encore une fois, je voudrais être libéral. Je suis d'inspiration libérale plutôt. Mais bon, admettons libéraux, les principes libéraux, ils se sont développés, ils sont parfaitement compatibles avec le régime communiste chinois, comme on le voit depuis des dizaines d'années. Alors à chaque fois, néanmoins, chaque fois qu'il y a des événements qui mettent en jeu, si vous voulez, la question de la démocratie en Chine, vous avez toujours des tas de gens très intelligents qui écrivent des tas d'articles pour dire « mais là, attention, regardez, le dissident, par exemple là pour le prix Nobel de la paix, comment ils vont faire? Ils ne peuvent pas continuer, c'est pas possible de faire du commerce et de garder en prison un prix Nobel, c'est pas possible de faire Tiananmen et de développer le commerce. » Eh bien si, c'est possible, la preuve, ils l'ont fait. Donc je veux dire qu'il faudrait à nous d'essayer d'expliquer, de comprendre pourquoi et en quoi finalement il n'y a pas de lien, si vous voulez, de réciprocité absolue entre le libéralisme et la démocratie. Donc, trois illusions. Alors, j'aborderai d'abord le grand marché chinois. Je vous ai parlé des 400 millions de Chinois sortis de la pauvreté. Je vous ai parlé un peu de la croissance chinoise à deux chiffres. La croissance chinoise, elle doit être relativisée. Bien sûr, elle est très importante, mais elle doit être en rapport avec la taille
et la démographie du pays. On ne peut pas, si vous voulez, de même que, je ne sais pas si un pays comme le Luxembourg a une croissance formidable, ça n'a pas le même sens que si c'est la Russie, par exemple. Hein, on comprend bien pourquoi. Bon. Donc, voilà, il suffit de pas grand-chose pour faire une croissance au Luxembourg quand on a 300 000, quelques centaines de milliers d'habitants. Voilà ce que je veux dire. Donc en Chine, quand on nous a beaucoup dit que la Chine était devenue là cette année, et c'est vrai qu'en termes absolus, la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale à la place du Japon. Bien. Ceci dit, si on rapporte le PIB à la taille du pays, c'est-à-dire le PIB par tête, la Chine est au-delà de la 100e place. Donc il faut toujours quand même remettre les choses à leur place. Hein. Bon, voilà. Alors, le marché de l'automobile chinoise, là, c'est le contre. Moi, j'essaye d'être honnête intellectuellement par rapport à notre thèse. C'est là où on est le plus en difficulté, parce que c'est vrai que le marché de l'automobile chinois est en train de devenir le premier marché automobile du monde. Alors, on va voir pourquoi. C'est parce que la taille des... Si vous voulez, simplement les riches en Chine, les gens qui sont riches, représentent, ça fait plusieurs dizaines de millions de personnes. Donc c'est un marché en soi énorme par rapport au marché de... Parce que c'est un marché d'acquisition, parce que les Chinois, et ils acquièrent d'ailleurs, je me suis laissé dire, ce que Luc m'a raconté, c'est que, bon, il y a les riches qui acquièrent des bagnoles, d'accord, mais il y a aussi des gens qui font des sortes de tontines. C'est-à-dire qu'ils achètent une voiture à 20 familles, et ils font un week-end chacun. Donc ça démultiplie, si vous voulez, la possibilité. C'est d'ailleurs presque adorable de voir, enfin c'est attendrissant, je veux dire, de voir comment la civilisation occidentale, et avec ce symbole énorme que représente la bagnole, je veux dire, la bagnole c'est terrible pour notre société, séduit une grande partie quand même de la population chinoise. Alors, néanmoins, et on passe brillamment au slide 2, il y a, ou 3 je crois, une croissance non redistributive. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que la logique des dirigeants chinois, selon nous, la stratégie, elle est absolue, et contrairement à tout ce qu'on raconte encore aujourd'hui là-dessus, elle est de maintenir le salaire le plus bas possible. Pourquoi? Parce que les dirigeants chinois ont construit une stratégie économique fondée sur 2 socles, on va dire. C'est d'abord, effectivement, des salaires les plus bas possibles, ce qu'on appelle salaires compétitifs, et deuxièmement, une monnaie faible, on le verra tout à l'heure. Bon, pourquoi ils font ça? Parce que c'est la règle du jeu du système d'aujourd'hui. On est dans un système, et c'est à mon avis la véritable cause de la crise financière. Moi, je ne crois pas qu'on a eu cette crise financière parce qu'on a des banquiers dingos ou qui sont comment dire, rapaces. Ils le sont, certes, parfois, mais ça n'est pas la cause de la crise. La cause de la crise, c'est qu'à un moment donné, pour que les gens continuent à consommer, il a fallu leur prêter de l'argent, même quand ils ne pouvaient plus le rendre. Ça, c'est ce qu'on oublie de dire sur cette crise. Et donc, c'est avant tout une crise de la demande. Donc, dans le monde tel qu'il est organisé aujourd'hui, le moins-disant salarial est devenu, en l'espace de 25 ans, le critère presque unique de l'excellence industrielle. C'est-à-dire que tout est fonction du prix. Tout a été réorganisé dans l'industrie mondiale en fonction du seul critère du coût, alors qu'on pouvait espérer qu'il y ait d'autres critères qui sont plus équilibrés, plus intelligents, la qualité, etc., qui existent bien sûr, je ne veux pas dire qu'ils n'existent pas. Mais quand même, le prix a peu à peu effacé beaucoup d'autres critères. C'est devenu le critère de la décision essentielle. La preuve, c'est que quand vous avez un process industriel aujourd'hui, vous avez dû apprendre ça dans des cours, j'imagine, c'est qu'on décompose
le process industriel qui amène de la matière première au produit fini en une série d'étapes. Et sur chaque étape intermédiaire, on fait un appel d'offres pour savoir où est-ce qu'on va produire le moins cher possible. Donc, on a bien, si vous voulez, cette imposition. Et les Chinois, finalement, on peut dire ce qu'on veut, ils n'ont fait que s'adapter, finalement, à cette règle d'airain du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc, quand je dis les Mingong tirent le salaire ouvrier vers le bas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour qu'il y ait augmentation de salaire, comment est-ce qu'il pourrait y avoir augmentation de salaire? Et souvent, on a eu des discussions avec des gens qui disaient, dans les années 80, 90 par exemple, qui disaient oui, mais regardez, vous alertez tout le monde, etc. Mais en réalité, il va se passer en Chine ce qui s'est passé en Corée, ce qui s'est passé au Japon. Après tout, c'est vrai qu'au début du décollage économique de la Corée et du Japon, les salaires étaient extrêmement bas. Et en 25 ans, les salaires des Coréens et des Japonais ont rejoint ceux des Européens et des Américains, ce qui a obligé les Japonais à être très intelligents pour pouvoir, justement, et c'est ça le processus d'un capitalisme qui pourrait être vertueux, c'est qu'ils ont été obligés d'être dans l'innovation parce qu'ils ne gagnaient plus sur les prix, hein, les salaires avaient augmenté, il fallait qu'ils trouvent autre chose. Et ils ont trouvé autre chose, l'innovation, la technologie, la qualité, etc., pour exister comme puissance économique. Ce processus-là ne se produit pas, et je ne pense pas qu'il va se produire tout de suite, loin de là, ni même dans les années qui viennent, en Chine. Alors, pour des raisons dont on peut complexes, hein, qui sont plus multiples, dont on peut quand même deviner quelques-unes. Depuis 1990, donc, le salaire ouvrier stagne. On a, si vous voulez, alors il y a un problème de méthode, hein, parce que si vous voulez, très souvent dans les journaux, par exemple, ou dans les débats, on est confronté à des gens qui nous disent mais regardez, le salaire ouvrier chinois vient d'augmenter de 40%. Bon, alors par exemple, quand il y a eu les grèves de Foxconn, vous vous rappelez, c'est des industriels taïwanais qui produisent les iPhones avec lesquels nous passons tous de délicieux moments, eh bien, ces industriels ont annoncé de formidables augmentations de salaire. On a vu ces images incroyables de gens qui vivaient qui vivaient pratiquement là où ils travaillaient. C'est une chose qui arrive très souvent en Chine. Et donc, ils ont déclaré qu'ils allaient lâcher les vannes et qu'ils allaient augmenter tout le monde. Et puis, il y a une autre information qui est parue un petit peu plus tard. C'est qu'on a appris que Foxconn allait délocaliser une grosse partie de ses activités dans une autre région de la Chine. Donc ça, et c'est souvent comme ça, c'est-à-dire que d'une part, on annonce, si vous voulez, des augmentations de salaire, du salaire minimal. C'est les provinces qui annoncent, on augmente le salaire minimal. Donc ça a une espèce d'affichage, si vous voulez. Mais en réalité, il n'y a pas de. C'est difficile à se représenter pour nous parce que ça fait très longtemps que chez nous, il y a un droit qui s'applique aux entreprises. Il faut s'imaginer une société dans laquelle il n'y a pas de droit qui s'applique aux entreprises. Par conséquent, quelle que soit la règle, elle est ou pas appliquée. En fonction de quoi elle est ou pas appliquée? En fonction de ce qu'on appelle les guangxi, c'est-à-dire les relations entre le patron et la société, enfin le parti communiste local. Donc c'est ça qui fait que, si vous voulez, alors il n'y a pas de statistiques en réalité fiables sur les salaires. Et l'enquêteur, le chercheur, moi j'ai eu beaucoup de discussions avec des chercheurs qui travaillent en Chine là-dessus, est confronté à un énorme problème. Sur quoi il peut s'appuyer pour dire que les salaires ont augmenté ou pas augmenté? Il n'y a pas d'autre solution que la méthode Orwell. C'est-à-dire, pour moi, Orwell, c'est l'auteur de 1984, c'est mon Jésus-Christ à moi, c'est mon modèle. Donc c'est un type qui a fait des tas d'enquêtes dans les années 30, dans les années 40, 50, sur la condition ouvrière notamment. Il a aussi écrit La ferme des animaux, qui était un ouvrage anticommuniste, il a écrit 1984. C'est un auteur formidable. Je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autre solution que la méthode Orwell. C'est quoi la méthode Orwell? C'est ce qu'a fait Luc Richard, parce que moi je suis plus pantouflard que lui.
il a pris son baluchon et il est allé sur les routes en Chine et il a été rencontrer des centaines de Mingon, les uns après les autres. Et à chaque fois, il leur posait la question, combien vous gagnez? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça n'a pas évolué? Bon, ça, c'est un premier travail indispensable si on veut appréhender la réalité chinoise. Ensuite, on confronte ça à ce qu'on appelle, la société d'expertise, on va dire. Les chercheurs, chinois, pas chinois, les sociologues, tout ce qu'on peut rencontrer comme comme personnes qui ont une parole sur la réalité économique chinoise. Et en confrontant tout ça, on s'est rendu compte qu'il y a eu quoi en gros? Il y a eu, au moment juste avant la crise, il y a eu un début de tension dans les régions où il y a un boom économique, Shenzhen, Shanghai, etc. Et là, effectivement, la main-d'œuvre se faisait un peu tendue, il y avait un problème de main-d'œuvre, et donc il y a là un mécanisme vertueux qui se mettait en route, c'est-à-dire que là, du coup, il y avait un certain nombre d'augmentations de salaire. Mais dès qu'il y a eu ces augmentations de salaire, il y a eu immédiatement, et ça, il ne faut pas être seulement braqué sur la Chine, il faut regarder ce que nous, on fait, immédiatement, la Chambre de commerce sino-américaine, la Chambre de commerce européo-américaine, je ne sais pas comment on dit, a protesté en disant que c'est impossible, on ne peut pas continuer, si ça continue au Bangladesh. Bon, voilà, donc c'est ça la réalité, si vous voulez, il y a à la fois une réalité qui pèse sur le salaire ouvrier chinois, c'est qu'il y a à la fois la volonté des dirigeants de maintenir une industrie compétitive avec des investisseurs internationaux, et il y a à la fois des investisseurs internationaux qui sont là, non pas, comme on nous l'a dit, pour aller sur le marché chinois. Ils iront lorsqu'il existera peut-être. Mais pour le moment, ce n'est pas pour ça qu'ils vont en Chine. Ils vont en Chine pour produire moins cher et revendre dans le monde entier. C'est une réalité masquée, mais c'est la vraie réalité de l'investissement, si vous voulez, en Chine. Donc il y a cette double pression qui s'exerce et qui fait que, en gros, la condition ouvrière ne bouge pas beaucoup. Voilà. Encore une fois, ça commençait à bouger avant la crise. Il y avait ces protestations et puis la crise a arrêté tout. C'est-à-dire qu'on a immédiatement, on a relevé d'ailleurs, c'est expliqué plus en détail encore dans le livre, qu'une série de dispositions plutôt favorables au progrès, si vous voulez, de la condition ouvrière ont été immédiatement arrêtées par la crise. On est revenu pour, si vous voulez, relancer. Les dirigeants voulaient absolument relancer la machine. Ils étaient tétanisés par... les dirigeants chinois, il faut bien comprendre que pour eux, le contrat social avec le peuple chinois, c'est on vous assure la croissance. Donc on est peut-être des salopards, on est très loin, on ne vous donne pas la démocratie, mais par contre, on vous donne la croissance et on vous donne, et vous pourrez espérer comme ça. Ils sont en train de recréer un peu, si vous voulez, un peu le mythe du self-made man à l'américaine. C'est-à-dire, si vous êtes travailleur, et les Chinois sont très travailleurs, pas tant qu'on le voit en tout cas, si vous êtes travailleur, si vous avez de la volonté, si vous êtes pugnace, et si vous êtes compétent, vous arriverez à vous élever et vous connaîtrez d'abord la petite prospérité, et puis ensuite, vous verrez, vous arriverez. Alors, les journaux chinois, par exemple, sont pleins de superbes stories de gens qui ont réussi à partir de rien, en vendant des cacahuètes, etc. Bon, voilà, c'est ça. Et donc, ils ont besoin de croissance, absolument, ils sont prêts à tout pour ça. Je pense que c'est dans l'équation du pouvoir chinois, il y a la nécessité de cette croissance. Alors, sur l'illusion des... Alors, je vous ai mis pour l'agrément quelques photos, enfin, si on peut dire, quelques photos de Mingon. Alors là, ce que vous voyez, c'était, si je me souviens bien, à Pékin. C'est un truc qui m'a beaucoup frappé en Chine. C'est que dans plein d'endroits, vous avez des gens, sur les écriteaux, c'est des gens qui mettent leurs qualifications. Par exemple, ils sont maçons, ou ils sont je ne sais pas quoi, ou à tout faire, etc. Et ces gens que vous voyez sont alloués à la journée. Et ça se pratique comme une sorte de... c'est terrifiant, hein, c'est un marché d'enchères à la baisse, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous allez là-bas et vous êtes entouré de... Nous, on a fait le test comme ça pour regarder. Vous êtes entouré des gens et les gens vous disent « Moi, monsieur, je vous le fais pour la journée, pour tant de... vous voyez, pour $3, $2, $1, etc. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est terrible. Ça, c'est une catégorie de gens, ce qu'on appelle les xiagang,
qui est, je ne sais plus où c'était, oui, c'était à 200 km de Pékin, dans une région industrielle, comment dire, en voie de désindustrialisation. C'est-à-dire là où il y avait des grandes usines d'État. La Chine était hériteur. La Chine occupait tout le monde, il faut savoir ce que c'est. Donc souvent on occupait les gens à pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire il y avait des milliers d'usines en Chine qu'il a fallu. Ça c'est la destruction créatrice chère à Adam Smith, hein, ça, ou je crois, ou à d'autres. Peut-être non, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est un autre grand économiste. Donc la destruction créatrice du nouveau capitalisme chinois était à l'œuvre, et on a détruit, si vous voulez, des tas d'usines. Bon. Alors, en même temps, dans ces usines, il y avait des travailleurs d'État, puisque ces usines étaient la propriété de l'État. Et c'était des prolétaires qui étaient, au fond, le fer de lance du régime. C'était le héros du communisme chinois, c'est le prolétaire, puisque c'est la patrie des prolétaires, c'était le pouvoir des prolétaires, etc. Donc ces gens-là, on les a traités avec un petit peu plus de ménagement, on les a ménagés, si vous voulez, donc on leur a donné des indemnités pour ne rien faire. Souvent, c'était des types, on a passé des moments très émouvants avec eux. Par exemple, on est arrivé dans des usines, on a vu des types qui dormaient, l'usine était déserte, c'était je sais pas, des centaines d'hectares. On a vu les machines, on a pris des tas de photos de ça et tout ça. Et dans un coin de l'usine, on voit des types qui vivaient là, avec donc sans eau, sans électricité, mais qui faisaient leur popote. Bon, et qui sont des types non recasables, types de 50 ans, 55 ans, qui ont des toutes petites pensions. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les xiagang. Xiagang, ça veut dire en chinois qui est descendu de son poste de travail. Bon. Voilà. Souvent pas recasable, ou alors vous voyez des gens qui réparent les vélos, vous voyez de ce genre de poste, de création de postes-là. Ça a été un gros problème dans les années 90, bon, par la voie naturelle, si j'ose dire, c'est-à-dire le vieillissement. Eh bien, il est en train de disparaître. Là aussi, c'est encore, ça, cette fois-ci, c'est des Mingong du bâtiment. Il y en a énormément en Chine. Alors ça, c'est au sud de Canton, dans une ville qui est... Alors, c'est une ville absolument incroyable, où il y a plusieurs centaines de milliers d'habitants, et à l'échelle d'un département français, si vous voulez. Vous avez là qui se déversent les déchets informatiques et téléphoniques du monde entier. Et vous avez une région qui est spécialisée dans le traitement des déchets, si vous voulez, de tout le matériel informatique. Donc pas très loin, Canton, c'est une plateforme portuaire, donc où on reçoit, si vous voulez, des bateaux déversent tous les déchets informatiques qui posent des tas de problèmes. Et donc c'est très dangereux parce qu'on a vu des tas d'enfants, si vous voulez, moi j'y connais rien, hein, mais vous savez, les puces, quoi. Hein, donc il y a du plomb dedans, donc ils travaillent avec le plomb. Et en fait, faire ce travail de tri, seuls des doigts d'enfants peuvent le faire. Donc on a vu des milliers d'enfants, en fait, comme c'est interdit, ils le font la nuit. Donc la nuit, quand on s'est baladé avec des chauffeurs de taxi, on a trouvé, si vous voulez, comme ça, des enfants qui travaillaient. On rusait un peu pour rentrer dans des usines. Qu'est-ce qu'on faisait? On disait, écoutez, on s'est fait passer pour des représentants, ce pieux mensonge, du Conseil général de Seine-Saint-Denis, qui cherchaient si vous voulez, à copier le modèle de la transformation, enfin de la récupération des déchets informatiques, et qui venaient donc enquêter auprès de la commune et tout ça. Et donc ce qui nous a permis de prendre des photos où, comme celle-là, mais en grossissant, enfin dans cette usine-là par exemple, il y a des jeunes filles de 11 ans, 12 ans qui travaillent. Et donc, dans cette usine-là aussi, en haut, les gens dorment en haut, au-dessus de l'atelier, quoi. Donc, voilà, c'est ça le miracle économique chinois. Il faut savoir que c'est aussi ça, quoi. C'est grâce à ça qu'on paye nos iPods et nos iPhones pas cher du tout. Voilà, il faut le savoir. Bon, alors, on en vient aux deuxième dimension.
c'est la grande illusion aussi du marché chinois tel qu'on nous la raconte. Alors, y a-t-il ou pas des classes moyennes en Chine? Tout le monde appelle ça des classes moyennes. Moi, je n'appelle pas ça des classes moyennes. Vous avez en Chine, le chiffre est d'ailleurs amusant parce que c'est le même chiffre qui désigne le nombre de gens qui gagnent plus de 20 000 $ par an et le nombre de gens qui sont au Parti communiste. C'est 80 millions dans les deux cas. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes. À mon avis, il y a quand même un fort recoupement. Mais bon, c'est un avis personnel. Je n'ai pas les moyens de vérifier, si vous voulez, l'harmonie entre ces deux ensembles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes, et ça on a pu le vérifier sur le terrain, c'est quand vous êtes un entrepreneur chinois, au-delà de 50 ouvriers ou de 50 ou 100 salariés, vous avez un rapport avec le parti, et il est préférable d'adhérer d'ailleurs, si vous voulez que vos affaires prospèrent. Bon, voilà. C'est quand même ça, le capitalisme chinois. Il ne faut jamais oublier. On nous dit tout le temps comme si c'était comme ici. C'est vraiment très différent, si vous voulez, à cause de ça. Bon. Donc, 60 à 80 millions de personnes gagnent 20 000 $ par an. C'est le chiffre officiel. Là, c'est le chiffre du régime. Hein. Je ne peux pas faire mieux. Bon. Et en fait, il faut le rapporter à 1,3 milliard de personnes vivant en Chine. Alors, évidemment, 80 millions, par exemple, de gens qui peuvent posséder une automobile, c'est énorme. C'est presque, je ne sais pas, c'est la moitié du marché européen. Hein. Donc c'est pour ça que ça crée une fascination. Mais en même temps, par rapport à la société chinoise dans sa massivité, je dirais, c'est pas beaucoup. Moi, j'appelle pas ça des classes moyennes. Une classe moyenne, c'est les moyens, quoi. C'est-à-dire, c'est la moitié, enfin, c'est le tiers au moins, ou le quart ou le tiers de la population. Alors, et surtout, il y a un chiffre qui est très étonnant, c'est que le PIB, le poids de la consommation dans le PIB, qui permet de mesurer justement la dynamique, si vous voulez, des classes moyennes en constitution ou du développement interne d'un pays. Il faut savoir que donc en Chine, elle a reculé. Elle a reculé au cours des 10 dernières années. Alors que la Chine connaît 10% de croissance par an, le poids de la consommation dans le PIB a reculé. Alors, ce n'est pas une obligation. Hein. En Inde, ce n'est pas 35, c'est 50%. En Indonésie, qui est un pays aussi de grande taille, où j'aimerais beaucoup enquêter, justement d'ailleurs par contraste, en Indonésie, le poids de la consommation dans le PIB, c'est 65%. Donc vous voyez bien que selon la politique économique que vous décidez, selon les choix politiques que vous faites, vous arrivez à 35 ou à 65%. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même société. Ça, il ne faut jamais oublier. Tout le monde nous présente les choses comme si il y avait un développement naturel obligé d'un pays. Non, c'est le résultat de choix qui sont peut-être pertinents au niveau de la conquête de la puissance jusqu'à présent économique chinoise, mais qui peuvent l'être beaucoup moins au niveau de la réalité de la société chinoise en elle-même. Alors je passe, bon, ça on a vu. Alors deuxième socle de la puissance chinoise, parce que je vois que je suis un peu bavard en fait, c'est le yuan. Alors il y a eu, donc selon les économistes, alors vous savez l'évaluation de la sous-évaluation ou la surévaluation d'une monnaie, c'est un débat qui m'a toujours laissé perplexe parce que ça montre que l'économie n'est pas une science exacte parce qu'il y a beaucoup de divergences entre les économistes. Donc, mais en gros, on considère que c'est à peu près 50% qui est maintenu depuis 10 ans. Donc on a dans le livre un témoignage d'un certain Brunet, qui est un consultant de grandes entreprises. Je ne sais plus son prénom. Je ne sais plus. En tout cas, c'est Brunet, AB Consultant, je crois. Et disons que lui, il dit qu'il a fait l'étude dans un certain nombre de sociétés. Il est consultant dans des sociétés américaines. Que dans les sociétés américaines, on considère que implanter une usine en Chine ou implanter une usine aux États-Unis, la différence de coût est de 1 à 80. Bon, je trouve que c'est beaucoup, peut-être un peu exagéré. Donc moi, en général, on arrive plutôt à 1 à 40 quand on regarde. Et d'ailleurs, je suis content parce que j'ai retrouvé, hier est sorti l'indice de Big Mac. Vous savez, vous avez peut-être appris ce que c'est que l'indice du Big Mac.
C'est l'indice qui est développé par le journal très peu gauchiste américain ou anglais, je ne sais plus, The Economist. Donc selon The Economist, l'indice du Big Mac, c'est-à-dire ça consiste à mesurer, si vous voulez, la parité de pouvoir d'achat entre un Big Mac dans tous les pays du monde, montre qu'il y aurait une sous-évaluation du yuan de 40% et une surévaluation de l'euro de 30%. Ce qui fait que là, on retrouve pas loin des 80% de Brunet dont je parlais tout à l'heure. Bon, alors, donc si vous voulez, vous avez une espèce d'effet cumulatif, mais qui est cohérent. Un économiste qui est un de mes amis comme Jean-Luc Gréau explique que avoir une monnaie faible, c'est avoir un coût du travail plus faible pour vendre à l'étranger. Donc vous avez un effet cumulatif, disais-je, entre le faible coût de la main-d'œuvre et on rajoute par-dessus la faiblesse de la monnaie qui rend la compétition, à mon avis, entre les entreprises chinoises et les entreprises du reste du monde totalement déloyale. Bon. Alors, à partir de là, on va quitter un peu la Chine, vous allez voir un petit peu la Chine hors de Chine. Je vais passer un peu plus rapidement. Le déficit, donc le modèle chinois déstabilise le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que le déficit américain a été multiplié par 10 en 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire comme déséquilibre. En septembre, j'ai fait une erreur, c'est pas de 1 à 4, c'est de 1 à 5. C'est-à-dire en septembre, le chiffre du commerce extérieur américain, c'est 35 milliards d'importations de marchandises chinoises aux États-Unis, 7 milliards d'importations de produits américains en Chine. On est passé d'un rapport de 1 à 4, qui est déjà catastrophique, s'agissant de puissances comme la Chine et les États-Unis, à un rapport de 1 à 5. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation. Et, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle il faut comprendre la décision que vient de prendre le Congrès. Vous savez qu'il y a 2 semaines, le Congrès américain vient d'autoriser le département du commerce à émettre des taxes à l'importation pour tous les produits alors c'est désigné, c'est pas dit chinois, mais c'est dit tous les produits de pays dont on considère que la monnaie est trop sous-évaluée. Et que donc c'est considéré maintenant par un vote du Congrès comme quelque chose qui est l'équivalent d'une subvention. Voilà. Donc c'est ça ce que Alors, est-ce que cette décision du Congrès américain, c'est, si vous voulez, de la gesticulation préélectorale, puisqu'on est aux élections, on est juste avant les élections de mi-terme. En tout cas, ça a été voté à la fois par les républicains et par les démocrates, hein, et ça a été voté à 80%. Donc ça donne la mesure de, je veux dire, on parle de guerre des monnaies, mais je crois aussi qu'il y a une guerre commerciale en germe dans les relations internationales telles qu'elles sont en train d'évoluer en ce moment. Le déficit commercial européen, on n'est pas tellement mieux loti, il a été multiplié par 5. Et encore, si dans ce chiffre, on enlevait l'Allemagne, qui est le seul pays qui a un excédent, qui avait, parce qu'il ne l'a plus, qui avait un excédent commercial avec la Chine, ce ne serait pas 5, ce serait beaucoup plus. Bon, vous savez pourquoi l'Allemagne, contrairement à ce qu'on nous raconte, on dit tout le temps, ouais, mais l'Allemagne est plus compétitive. L'Allemagne n'est pas plus compétitive. Son coût du travail est tout à fait comparable au nôtre. Elle n'a pas d'avantage réel à ce niveau-là. Un petit peu, c'était plus cher. Ils se sont un petit peu mis à niveau par l'adoption d'une sorte de TVA sociale. Bon, une chose. Mais en réalité, l'avantage des Allemands, c'est pas ça. L'avantage des Allemands, c'est qu'ils sont spécialisés dans l'équipement industriel. Et nous, on a perdu ce secteur de l'industrie. Donc ils vendent des équipements. Et les Chinois ont besoin d'équipements industriels pour produire, évidemment. Donc c'est ce secteur-là qui est très prioritaire dans les achats chinois. Là, il y a un vrai marché chinois, parce que c'est un marché secondaire. Ce n'est pas un marché à destination des consommateurs, bien sûr. Bon. Alors, j'ai mis aussi les échanges de la Chine avec l'Afrique et l'Amérique latine sont équilibrés.
Ça, c'est très important parce que la Chine, si vous voulez, est entrée en Afrique. Enfin, elle y était déjà implantée, mais c'était des relations avec des mouvements de libération nationale des années 70 qui étaient un peu marxisants ou maoïsants. Donc, et il y a eu un reste d'implantation chinoise. La Chine était à l'époque en concurrence avec l'URSS. C'était les deux puissances qui étaient concurrentes sur le sol africain. Il y a une nouvelle implantation chinoise qui démarre dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, avec une priorité absolue qui est la priorité de la diplomatie chinoise aujourd'hui. C'est une diplomatie mercantile, c'est-à-dire que en Afrique, d'abord, les dirigeants chinois recherchent à diversifier leurs ressources, c'est-à-dire à avoir du pétrole, de la bauxite, enfin toutes sortes de produits, de matières premières. D'abord l'énergie, c'est le plus important. Donc la Chine est devenue un très gros importateur de toutes ces matières premières, de toutes ces matières énergétiques produites en Afrique. Et d'ailleurs, on a découvert à cette occasion-là que ce continent qu'on nous présentait comme un, grâce à la Chine, d'une certaine manière, qu'on nous présentait comme un continent absolument désertique, désœuvré, etc., possédait au fond énormément de richesses qui sont aujourd'hui valorisées parce que, comme vous savez, il y a une inflation sur les matières premières, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Mais donc, on pourrait penser a priori que quand on regarde en termes macroéconomiques, si vous voulez, les chiffres des échanges entre la Chine et les pays africains, eh bien, on devrait avoir un énorme déséquilibre. Les Chinois étant acheteurs, ça devrait rapporter de l'argent, si vous voulez, à l'Afrique. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas du tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que à chaque fois, par un talent, il faut le reconnaître, absolument exceptionnel, la Chine arrive à vendre des produits manufacturés dans toute l'Afrique à un niveau équivalent à ce qu'elle, si vous voulez, achète comme... et donc, je ne sais pas si vous voyez, il faut en vendre des balais-brosses et des trucs comme ça qu'il y a sur les marchés africains. La deuxième mode de développement qui fait que le mode de développement de la Chine en Afrique ne profite pas, à mon avis, réellement aux pays africains, c'est que malheureusement, donc en échange de ces contrats mirifiques, en échange, si vous voulez, les Chinois sont en train de construire une infrastructure, construisent des routes, construisent des stades, construisent des palais aussi accessoirement pour les dirigeants africains. Ils construisent toutes sortes de choses. Et pour construire, ils font venir des gens, même pas dans des Algeco, dans des camps fermés, qui sont des travailleurs chinois qui sont exportés. Bon. Alors, avec ces travailleurs chinois exportés, donc alors qu'il y a un taux de chômage, je veux dire, considérable en Afrique, je veux dire, il y a eu quelques pays où ça a posé des problèmes. En Algérie, par exemple, il y a eu à plusieurs reprises des affrontements physiques violents entre la communauté chinoise et les Algériens, où il y a un taux de chômage des jeunes de 40%. Bon, si vous voulez, il y a une irresponsabilité des dirigeants, c'est souvent pas des démocraties, quand même, qui, si vous voulez, ne négocient même pas, avec la Chine, le fait qu'on utilise la main-d'œuvre locale pour ériger des immeubles, des routes, etc. Bon. Donc voilà. Autre caractéristique de l'implantation chinoise, on va le voir après, c'est le fait c'est très frappant de voir que, puisque maintenant la Chine on développe des sommets sino-africains régulièrement, où beaucoup de responsables chinois responsables africains sont invités à Pékin et honorés, etc., etc. Mais au début, la Chine a commencé par les pays, si vous voulez, les moins démocratiques. C'est-à-dire, c'est quand même le Soudan, c'est quand même l'Angola, c'est-à-dire tout ce que les Américains appelaient les pays quasi voyous, si vous voulez, que les Chinois sont venus et ont dit, écoutez, eux, ils exigent ceci, cela, nous, on n'a pas de leçons à vous donner. D'ailleurs, on n'aimerait pas tellement que vous nous en donniez. Et donc, la démocratie, tout ça, c'est votre affaire, c'est vous qui êtes responsable de votre peuple. Nous, ce qu'on fait avec vous, c'est du business.
Et on vous respecte, vous êtes un pays émergent, nous aussi, on doit pouvoir s'entendre. Voilà en gros le discours chinois qui arrive dans un continent où, si vous voulez, la France et les États-Unis, après des dizaines d'années de palabres, de discussions sans fin, ont fini par se mettre d'accord sur un code commercial, c'est-à-dire sur un code éthique du business en Afrique. Donc, nous, on est arrivé, enfin, les Français, notamment les Européens qui sont importants en Afrique, et les Américains ont développé l'idée de la conditionnalité, chère au docteur Kouchner. On a développé plein d'idées très belles sur les droits de l'homme, etc. Moyennant quoi, une fois qu'on s'est mis d'accord et qu'on a mis en pratique nos belles idées, si vous voulez, c'est les autres qui sont arrivés, qui ont dit, nous, tout ça, on s'en fout, on vous demande rien, on fait voilà. C'est ça qui s'est passé en Afrique. Et je vous assure qu'en très peu de temps, finalement, les discuter, si vous avez l'occasion de les inviter, avec les gens de Vinci, de Bouygues, de toutes les compagnies françaises, par exemple, qui développaient du business en Afrique, elles sont quand même en grande difficulté aujourd'hui parce qu'elles sont concurrencées par les majors chinoises du bâtiment qui les explosent littéralement. Voilà. Bon. Je ferme la parenthèse. Alors, dernière idée parce que là, il est déjà 9h15, à laquelle je tiens beaucoup parce que finalement, c'est la seule idée du livre qui... Enfin, c'est pas la seule idée originale, mais je pense que c'est l'idée la plus originale du livre. C'est l'idée du tournant de 89. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, quand on vous présente le fameux récit chinois dont j'ai parlé au début de cet exposé, on vous dit toujours, bon ben voilà, la Chine s'est ouverte au marché, donc elle a vu la lumière, tout ça, formidable. Et puis, en 79, et depuis, ça va de mieux en mieux. Bon, donc l'idée, la description qui est faite est celle d'une progression linéaire de la Chine. La Chine s'ouvre à l'économie de marché, tout va beaucoup mieux, etc., etc. Bon, en réalité, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Dans un premier temps, entre 79 et 89, on a un mode de développement très intéressant et à mon avis très vertueux, qui a été malheureusement abandonné par la suite. Ce mode de développement ne visait pas à bouleverser les équilibres entre les campagnes et la ville en Chine. Il visait à faire les choses de manière plus harmonieuse. Vous savez d'ailleurs que l'harmonie, c'est un mot-clé en Chine. Tout est présenté sous forme d'harmonie, c'est très important. Et donc c'était assez harmonieux, c'est-à-dire que l'idée était de pousser les paysans, les gens de la ruralité, à devenir des entrepreneurs. On les aidait pour ça, on leur donnait des tas de possibilités, à la fois pour développer l'agriculture, mais aussi pour développer des entreprises à la campagne. Et on a vu se constituer, alors c'était très... ça n'a rien à voir avec les businessmen chinois qui apparaissent dans les classements de fortune aujourd'hui, mais c'était quand même des millions de gens. Des millions de gens qui devenaient entrepreneurs, qui créaient des boîtes, etc., etc. Et on avait un début de développement de la ruralité. Et puis, il y a 89, Tiananmen. Alors, Tiananmen, nous, occidentaux, on l'interprète comme un tournant politique qui n'a rien changé à l'économie. C'est-à-dire qu'on pense que Tiananmen, c'est simplement les chars, c'est-à-dire qui arrêtent le processus démocratique, qui tirent sur les étudiants, qui font une sorte de terreur. Et donc, à partir de là, les Chinois comprennent qu'on veut bien leur laisser le capitalisme, mais pas la démocratie. Bon. C'est une vision superficielle. En réalité, nous pensons plus en travaillant, en rencontrant, parce que c'est des thèses qui circulent un peu. C'est une thèse qui circule chez certains chercheurs. Notamment, on trouvait ça un chercheur américain et un jeune chercheur français formidable qui s'appelle Paul André. Et en fait, leurs travaux, alors là, c'est vraiment des cynisants complets, etc., montrent qu'on est passé à un autre capitalisme. C'est un capitalisme qui est marqué par la fois l'urbanisation à outrance, c'est-à-dire qu'on fait en sorte en Chine qu'il y ait chaque année des dizaines de milliers de Minggong qui viennent travailler à la ville, donc pour créer ce processus, si vous voulez, de pression sur les salaires que j'ai décrit tout à l'heure, et puis aussi parce que l'empire en Chine, ce que j'appelle l'empire, c'est la direction du peuple,
n'a jamais su quoi faire de cette ruralité. C'est une ruralité qui est énorme, en plus qui est pesante, c'est gigantesque la Chine. Je ne sais pas si on se représente bien ce que c'est, quoi. Et donc ces centaines de millions de gens, ce secteur qu'on n'a jamais, que le communisme a bien sûr jamais réussi à moderniser, eh bien au fond, il y a un échec des communistes chinois par rapport au rural depuis le début. C'est une malédiction dans l'histoire de la Chine, la ruralité. Et donc, le projet, à mon avis, fou des dirigeants chinois, à moitié conscient d'ailleurs, c'est, on va se débarrasser de cette ruralité. On va absorber les campagnes dans les villes, la population des campagnes dans les villes. Et d'ailleurs, on voit que je vous disais que les Chinois achetaient des matières premières. Ils ne font pas que ça. Ils achètent des terres agricoles dans le monde entier. Parce qu'ils sont censés prendre le relais ou suppléer, si vous voulez, à la faillite de la production agricole en Chine. C'est quand même quelque chose de tout à fait stupéfiant. Deuxièmement, c'est un capitalisme de copains, c'est-à-dire que le danger pour les dirigeants chinois d'avoir si vous voulez, un entrepreneuriat qui se développe dans les campagnes, c'est que c'est porteur de... On sait que, si vous voulez, les révolutions, contrairement à la doxa marxiste, ne sont pas déclenchées par les classes ouvrières ou par les prolétariats. Ce serait trop facile, parce qu'ils sont les plus nombreux, mais en général par les classes moyennes. Et laisser se développer un entrepreneuriat dans les campagnes, c'est un danger politique pour le régime chinois. Parce que c'est potentiellement, si vous voulez, très vite, ça, un capitalisme de masse avec des dizaines de millions d'entrepreneurs se serait posé le problème de la représentation politique, aurait remis en question les structures, le droit, etc., beaucoup plus rapidement que le capitalisme de copains où tout est tenu et où tout se développe autour du parti. C'est quand même un modèle un peu différent. Bon. Et évidemment, le corollaire de tout ça, c'est qu'alors que si on avait eu un capitalisme entrepreneurial des campagnes, il aurait été naturellement tourné vers la consommation intérieure, mais à partir du moment où on fait le capitalisme de copains fondé sur la monnaie faible et le coût du travail faible, ben, tout naturellement, il mise à fond sur l'exportation. Il trouve d'ailleurs en très grande harmonie avec le néolibéralisme. Voilà. Ça, je l'ai déjà dit. Ça, je l'ai déjà dit aussi. Je n'ai pas parlé de l'immigration, mais on pourra en parler. Elle joue un rôle énorme dans l'expansion chinoise. Parce que, classiquement d'ailleurs, hein, l'immigration dans les pays, ça joue toujours un rôle de réinvestissement. Hein, c'est souvent une source de développement considérable. Et ça l'est encore plus en Chine à cause de la puissance, à cause de l'importance démographique de la Chine. Alors, à un moment donné, on peut le dater précisément, en 1985, les dirigeants chinois ont décidé d'ouvrir les vannes. Avant, pour sortir de Chine, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est très facile. Donc, et vous avez donc une immigration chinoise qu'on ne sait pas évaluer, mais qui se situe, à mon avis, entre 60 et 100 millions de personnes dans le monde. Et cette immigration chinoise, elle joue un rôle économique essentiel. Elle joue un rôle économique essentiel, non seulement parce que les gens envoient du pognon, mais aussi parce qu'ils se forment à l'étranger, ils reviennent, pour certains, pas tous, mais de plus en plus, ils reviennent entreprendre et travailler en Chine, formés dans les meilleures universités du monde. Donc ça, c'est très important parce que les Chinois veulent monter en gamme. Et donc, ils veulent pour ça avoir des ingénieurs, des chercheurs, etc. etc. Lié à ça, on explique dans le livre que vous avez une fonction du renseignement qui est extrêmement développée, et notamment auprès de l'émigration chinoise. Si vous voulez, j'ai dit immigration, mais en fait c'est immigration, de l'émigration chinoise, c'est-à-dire que normalement, un citoyen chinois, où qu'il soit dans le monde, un étudiant par exemple, il est censé donner le plus d'informations possible pour aider son pays. C'est présenté comme un devoir patriotique. C'est comme ça. On pourrait, là aussi, en revenant dans la discussion, ça, je l'ai un peu... en fait, j'ai fait l'exposé dans le désordre total. Je vous avais dit que j'étais nul en PowerPoint. Ça se confirme. Voilà. Et la conclusion, très rapidement. Marché, démocratie, le président Pinochet, je vous l'ai déjà dit. Taïwan, Tibet, Ouïghour. Ça, c'est un autre aspect de la diplomatie chinoise. Je vous ai dit que la diplomatie chinoise dans le monde entier était essentiellement mercantile.
Là où elle est moins mercantile, mais elle est plus une diplomatie d'influence, c'est en Asie. C'est-à-dire que là, l'objectif des Chinois à court terme est de devenir la première puissance régionale. Et d'où les tensions actuelles très fortes et répétitives en ce moment avec le Japon, qui sont dans la ligne de mire des Chinois. L'influence, moi j'ai été en reportage à Taïwan, c'est absolument stupéfiant. Ce pays est en train d'être avalé littéralement par la Chine. Donc l'idée de la Chine unique s'impose. Et au-delà de Taïwan et de Hong Kong, la Chine est en train de prendre une implantation décisive dans tout ce qu'elle appelle le collier de perles, Laos, Cambodge, enfin dans tout le sud-est asiatique. Et donc il y a vraiment un objectif intermédiaire de devenir la première puissance régionale. Alors, pourquoi on a appelé notre livre, en conclusion, Le vampire du milieu? Pour une idée assez simple, bon, en dehors du jeu de mots auquel on n'a pas pu résister, c'est le fait que, justement, par rapport, si vous voulez, à l'une des trois illusions sur la Chine, c'est-à-dire qui était colportée en Occident, c'est-à-dire l'illusion que le marché amènerait forcément la démocratie. Moi, ce qui m'a frappé dans les commentaires, dans les élites dirigeantes occidentales qu'il y a eu après la crise, c'est qu'il y a eu un constat un peu terrifiant, comme quoi, finalement, les pays occidentaux ont beaucoup de mal à survivre après la crise, c'est-à-dire qu'on voit bien que cette crise n'est pas finie, on n'a pas forcément des bonnes nouvelles pour les mois à venir, à mon avis. En revanche, le pays qui a été identifié comme à la fois le plus efficace, le plus réactif, c'était la Chine. Parce que eux, si vous voulez, en Chine, quand on décide un plan de relance, quand même un plan de relance de 400 milliards, hein, entre parenthèses, réservé, qui est un plan qui n'est pas du tout sur la consommation, mais uniquement sur les infrastructures et le développement dans les régions, etc., qui est un plan fermé aux entreprises occidentales, c'est-à-dire que très clairement, la directive du Parti chinois, c'était les appels d'offres, pas d'appels d'offres pour les entreprises occidentales, c'est que les entreprises chinoises qui doivent travailler, comme ça. Normalement, enfin, vous avez des dizaines de plaintes à l'OMC dont personne ne parle, mais enfin qui s'entassent depuis des années. Hein. Donc, je vous disais que la Chine était enviée, semble-t-il, de plus en plus par les élites occidentales pour sa redoutable efficacité. Si bien que, comme une partie de son efficacité, elle vient de ce qu'elle n'est pas en démocratie, d'où l'idée du baiser du vampire. C'est-à-dire que peut-être qu'au lieu que ce soit nous qui importions la démocratie en Chine, peut-être que la Chine va être capable de nous faire, entre guillemets, dépasser la démocratie pour parvenir à des régimes plus efficaces économiquement. Voilà, c'est sur cette note heureuse que je conclus cet exposé. Merci Philippe Cohen. Je pense qu'on va avoir beaucoup de questions dans la salle, puisque c'est maintenant le temps de l'échange. Alors c'est toujours la première question qui est la plus difficile à poser. Bon, alors je vais me lancer. Ah, il y en a une ? Ah, ouais, monsieur. Bonsoir. Vous dressez un bilan quand même plutôt terrifiant pour l'avenir des pays, on va dire surtout pays européens. Et je voulais savoir si vous considérez qu'il existe des solutions pour ces pays-là, et si elles existent, quelles sont-elles ? Je réponds une par une ou... Oui, je n'ai pas eu le temps de tout développer, mais disons que moi je vous ai décrit les atouts de la Chine. Mais je pense que le premier atout de la Chine, c'est une hypothèse d'école, hein, c'est la faiblesse de ses partenaires. Autrement dit, la faiblesse, c'est la division. Autrement dit, je pense que l'Europe et les États-Unis, mais surtout même l'Europe toute seule, auraient largement le poids économique suffisant pour imposer beaucoup plus de choses à la Chine qu'elle ne le fait. Pour pousser la Chine à avoir
un développement davantage fondé sur la consommation intérieure, pour essayer de faire en sorte comment dire, que les dirigeants chinois soient moins anxieux par la perspective d'un développement de la consommation et de classe moyenne dans leur pays. Donc je pense que si les Occidentaux d'abord agissaient de concert, c'est-à-dire entre l'Amérique et l'Europe, en disant nous on joue plus ce jeu-là parce qu'on pense qu'une compétition économique elle doit être loyale, et donc les compétiteurs, il ne doit pas y avoir un des deux compétiteurs qui a les mains attachées dans le dos pendant que l'autre, voilà. Si on tenait ce discours-là, je pense qu'on pourrait obtenir quand même des choses sur le plan de la monnaie, et c'est des choses qui seraient bénéfiques à nous, mais aussi à eux. C'est ça, à mon avis, le paradoxe. C'est que le choix de développement de la Chine, tel qu'il se fait aujourd'hui, il se fait au détriment de l'industrie française, européenne et américaine, mais il se fait aussi au détriment de la population chinoise. Donc là, comment on dit, c'est pas win-win, c'est lose-lose, quoi. Alors, c'est compliqué parce qu'au bout du bout, il y a quand même un problème politique. Pour laisser se développer une classe moyenne sans empiéter, il faut en effet ne pas être inquiet par rapport aux problèmes des revendications démocratiques. Et donc, pour le moment, voilà, c'est un peu la contradiction. Mais je pense quand même que les Chinois sont très sensibles au rapport de force. On le voit d'ailleurs. Je suis désolé de devoir critiquer ici le président de la République, mais on voit bien que l'attitude de Merkel, qui a dit très fermement au moment de l'affaire des Jeux, qui a dit très fermement « Moi, je n'irai pas aux Jeux Olympiques parce que la cause tibétaine m'importe », il n'y a eu aucun problème avec la Chine. Alors c'est aussi parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont besoin des produits allemands. Bon. Mais pas seulement, c'est aussi parce que c'est un langage clair. En face, on a eu un discours en serpentin, un jour... enfin, vous voyez ce que je veux dire. On a été tout d'un coup Dalai Lama, de l'autre, un autre jour on s'agenouille, après il y a Raffarin qui vient faire la réconciliation. Enfin, si vous voulez, c'est une politique qui n'est pas claire, qui n'est pas cohérente. Et là, on le voit bien. Je crois que la France est le seul pays, un des seuls grands pays à ne rien avoir dit sur le prix Nobel chinois. Bon. Et c'est pas pour rien, c'est que nous, en revanche, on donne l'impression, en tout cas, d'être prêt à s'agenouiller. Je crois qu'il y a... c'est pas comme ça qu'on a une bonne image en Chine. Je pense qu'au contraire, c'est le mépris total. Donc, voilà. Je pense que, encore une fois, c'est la faiblesse, si vous voulez. En réalité, l'Europe a un marché énorme. Hein, il y a combien d'Européens? Près de 300 millions. Je veux dire, 80% des échanges commerciaux européens se font à l'intérieur de l'Europe. Qu'est-ce qu'on a? Comment on peut, à cause de ces 20% qui correspondent au libre-échange mondial, c'est-à-dire d'une zone à l'autre, comment on peut, si vous voulez, laisser l'industrie s'éteindre comme on le fait en ce moment? Je veux dire, c'est aberrant quand on y réfléchit comme ça, si vous voulez. Il y a... sans compter que, surtout si on a un souci écologique, transporter des tomates, faire valser des tomates de 5000 km pour les vendre 5 centimes moins cher, excusez-moi, ça me fait doucement rigoler. Parce que ça, c'est pas le marché, c'est le gâchis. Aberrant d'aller acheter des tomates à l'autre bout du monde. On a des tomates, il faut régionaliser, c'est évident, de plus en plus un nombre de produits, notamment les produits agricoles. Ça me paraît de plus en plus évident dans une rationalité même très capitaliste. Donc, vous voyez, c'est ces ensembles-là qui sont des débuts de solutions. Parce que si les exportations sont moins faciles pour la Chine, elle sera obligée, si vous voulez, de s'ouvrir, de regarder davantage son marché intérieur, ou de travailler davantage à l'échelle de la région, et les choses commenceront à changer. Tant qu'on est dans cette idée folle de il n'y a pas de limite, on peut, si vous voulez, exporter tout ce qu'on veut, il y a un calcul qu'a fait un économiste qui donne la mesure du problème. Imaginons que la Chine devienne simplement l'Allemagne
en termes, l'équivalent de l'Allemagne en termes de développement. Il faudrait qu'elle exporte 9 000 milliards par an de produits. C'est aberrant. Le chiffre est cité dans le livre. Peut-être qu'il est faux, c'est peut-être 900, j'en sais rien, mais il faut dire qu'il y a je crois que c'est plutôt 9 000. Mais si vous voulez, il y a une chose que les économistes ou les experts ne disent jamais, c'est qu'un pays dans lequel, un monde dans lequel les 200 nations seraient exportatrices ne peut pas exister. Pour qu'il y ait de l'exportation, il faut qu'il y ait de l'importation. Et donc il faut qu'il y ait globalement un équilibre des échanges. Si le monde se construit sur un déséquilibre des échanges durables, il va dans le mur, c'est évident. Voilà, c'est un peu le risque de ce qui se passe aujourd'hui. D'autres questions? Bonsoir. Est-ce qu'à court terme, vous préconisez des mesures protectionnistes? C'est un peu ce que je viens de développer. Alors, je ne voulais pas employer ce gros mot qui est dans cette entre, normalement, devrait être condamnable. Mais en gros, oui. Mais quand on dit protectionniste, ça fait toujours peur aux gens. Je pense qu'en effet, il serait raisonnable d'avoir un protectionnisme régional. C'est-à-dire que de donner beaucoup plus d'importance, si vous voulez, aux échanges régionaux, ce qui permettrait à la fois de réguler les échanges et en même temps de ne pas éliminer la concurrence. Parce qu'on voit bien qu'à l'échelle de l'Europe, il pourrait y avoir une concurrence. Je veux dire, si vous voulez, les problèmes de marché sont souvent envisagés de manière dogmatique. Je vous prends un autre exemple très franco-français, ou même européen. Par exemple, moi je suis auteur de livres. Donc je suis dans un secteur, le livre, où il y a ce qu'on appelle le prix unique. Si vous réfléchissez bien, il n'y a pas que le livre dans lequel il y a le prix unique. L'automobile, il y a le prix unique. Vous ne pouvez pas vendre une bagnole moins chère. Carrefour n'a pas le droit d'acheter des voitures à Citroën et de les vendre moins cher. Ils n'ont pas le droit. C'est comme ça. C'est la réglementation. Dans la pharmacie, il n'y a pas de libre marché, par exemple. Les produits sont encadrés. Les prix des produits sont encadrés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence dans ces secteurs. Mais ça veut dire que la concurrence ne s'opère pas sur le prix. Si je suis Citroën, il faut que je fasse une bagnole qui a des avantages. Enfin, la concurrence se fait sur le prix par rapport à Renault, on est entendu, on est d'accord. Mais il ne peut pas y avoir de concurrence entre un distributeur et un autre distributeur, par exemple. Donc, si vous voulez, la régulation commerciale, on n'est pas dans un monde dans lequel il n'y a pas de régulation commerciale. On est dans un monde où il y a une certaine régulation commerciale, mais qui n'est pas explicite. Voilà, donc je pense que, en effet, on pourrait très bien avoir un protectionnisme à l'échelle de régions, d'échanges économiques, qui permettent qu'il y ait une concurrence terrible entre les partenaires, entre adversaires, et que donc ça fasse, parce que je crois aux vertus de la concurrence, et que donc ça soit un protectionnisme sans effet pervers, alors que le protectionnisme à l'échelle de la nation, effectivement, produit de la rente. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, effectivement, vous risquez, dans un protectionnisme à l'échelle de la nation, d'avoir une rente parce que vous aurez vraiment des grandes entreprises en position de monopole. J'ajoute que quand on observe le marché tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il y a plein de secteurs où on a des quasi-monopoles. C'est-à-dire que la concurrence telle qu'elle est organisée est très loin d'être absolue. Je veux dire, sur le marché de l'aviation, vous avez 2 concurrents, peut-être 3 maintenant avec les Chinois, mais sur le marché par exemple, de la téléphonie en France, vous n'avez que 4 concurrents. C'est pas, vous voyez, il y a beaucoup de domaines où il y a des oligopoles. Dans la grande distribution, c'est très difficile aujourd'hui de rentrer dans la grande distribution française. Je veux dire, sinon, Walmart, ils y seraient déjà. Vous voyez, donc on a une régulation commerciale, et donc le débat libre-échange protectionniste, il est impressionniste. En réalité, il s'agit d'avoir plus ou moins, il s'agit de savoir quelle régulation commerciale on veut. Moi, c'est comme ça que je vois le problème. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que le débat autour du yuan, finalement, de sa sous-évaluation, n'est pas un faux débat?
L'idée étant que si le yuan s'il était surévalué, les consommateurs finalement des pays partenaires de la Chine pourraient arbitrer entre les produits fabriqués localement et les produits fabriqués en Chine. Or, si on regarde les produits qui sont importés de Chine, je pense au textile, je pense à l'électroménager, pour l'essentiel, on a abandonné la fabrication dans les pays occidentalisés, ce qui signifie qu'en définitive, si la monnaie chinoise était surévaluée, on achèterait les mêmes produits, mais on les paierait plus cher. Oui, mais du coup, ça rend la compétition sur ces mêmes produits impossible. Vous avez raison, c'est vrai que vous faites une bonne description, mais c'est justement, si vous voulez, cet écart durablement installé fait que la compétition économique devient limitée à la Chine. Il n'y a qu'en Chine qu'on peut se concurrencer sur le textile. On ne peut pas le faire ailleurs. Ou alors, je veux dire, je grossis le trait, ou alors c'est au Bangladesh, au Vietnam, où il y a d'ailleurs, commence à y avoir une offre en termes d'usines et de coût du travail concurrentielle par rapport à l'offre chinoise. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui font que aussi, qui contribuent encore à la pression à la baisse sur le salaire en Chine. Hein, c'est les menaces, mais limitées, parce que, si vous voulez, le Bangladesh ou le Vietnam, c'est quand même tout petit, donc c'est pas évident de délocaliser énormément d'usines dans ces pays. Des questions ? Bonsoir. La Chine ne se met-elle pas en danger quand elle s'allie avec l'Iran, quand elle soutient l'Iran, par exemple, pour l'acquisition de la technologie nucléaire, qu'elle soit civile ou militaire? Non, je crois on peut faire l'observation au contraire suivante. C'est-à-dire que il y a un événement qui a changé considérablement la donne pour la diplomatie chinoise, c'est le 11 septembre. Pourquoi ? Parce que l'Amérique a changé de paradigme. Elle est passée, si vous voulez, de la problématique des États voyous à une problématique de la guerre asymétrique. C'est-à-dire que le danger, c'est Al-Qaïda. Et à partir du moment où, en termes de stratégie, les stratèges américains ont compris que le danger, ont décidé que le danger principal, c'était Al-Qaïda, il fallait, vous savez, c'était l'expression peu élégante qu'on employait en Algérie, c'est vider l'eau des poissons pour les poissons. C'est-à-dire que l'objectif stratégique de l'Amérique a été, si vous voulez, de séparer les pays d'accueil du terrorisme des terroristes. Et donc pour cela, d'arriver malgré tout à rentrer en contact avec un certain nombre de pays exclus de la communauté internationale des nations pour les empêcher de devenir les soutiens pratiques, si vous voulez, des terroristes. Dans cette optique, la Chine est devenue un partenaire stratégique très important. On explique dans le livre, il y a une série de pays où la Chine a obtenu des conditions, d'ailleurs commerciales, de la part des Américains absolument exceptionnelles, parce qu'ils jouent un rôle, si vous voulez, de passerelle, d'intermédiaire. Bon, par exemple, vous prenez la Corée du Nord, le seul pays qui parle avec la Corée du Nord, c'est la Chine. Hein ? Pourquoi ? Parce que la Chine, d'abord pour une raison régionale, ce que craint la Chine par-dessus tout, c'est la création d'une Corée unifiée. Et c'est pour ça qu'ils portent à bout de bras le régime nord-coréen. Déjà, il y a un élément comme ça stratégique très important pour eux. Mais il y a en outre le fait qu'ils tirent avantage, et notamment avantage économique sur le pétrole, par exemple, au fait d'être un peu le porte-parole ou le médiateur, si vous voulez, avec une série d'États voyous. 10 voyous, ou anciennement 10 voyous. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, dans l'essai, vous réservez un grand développement à la question des transferts technologiques et plus précisément la manière dont la technologie peut être captée par la Chine, qui a besoin de cette technologie pour produire. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, parce que vous ne l'avez pas tellement développé pendant
pendant la conférence, mais je trouve que c'est vraiment un des aspects très intéressants du livre. Oui, c'est-à-dire que en menant cette enquête, j'ai eu la chance de rencontrer des responsables de l'intelligence économique ou de la sécurité, en fait, parce que quand même, il y a quand même dans ce pays une tradition, si vous voulez, de défense et de protection, c'est-à-dire tous les gens que vous rencontrez, des gens comme Alain Juillet, les grands spécialistes de l'intelligence économique, décrivent les cadres français comme des gens totalement inconscients, qui sont capables de transporter des secrets industriels sur leur portable, puis d'aller pisser, et puis ou d'aller prendre un pot pendant 2 heures et de laisser largement le temps de copier tout ce qu'il y a dans leur ordinateur par leur voisin qui a pris le même train, etc. Sans parler de choses comme ça, il y a tout un côté quand même. Il y a une, comment dire, c'est une la force de la Chine, je trouve, c'est qu'ils savent définir des priorités et se donner les moyens d'y arriver. Il y a une espèce, si vous voulez, vous sentez, ça c'est quand même une énorme différence avec les pays occidentaux, c'est ce qu'on peut ressentir comme déclinant, c'est-à-dire que il y a une énergie qui est à un moment donné tout entière tournée vers, bon ben là, il y en a marre, on ne va pas fabriquer simplement des bicyclettes, il faut qu'on fabrique des choses de qualité et de haut niveau technologique. On a une université qui est catastrophique parce que l'université chinoise est de très mauvaise qualité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on monte en gamme. Et pour monter en gamme, eh ben, il faut irriguer, envoyer des gens dans le monde entier, collecter de l'information, trier cette information. Voilà, enfin, il y a toute une série d'actions qui sont menées. Et je vous dis, par exemple, il y a un document qui est distribué, dont plusieurs personnes nous ont parlé, qui est distribué, par exemple, aux expatriés, aux immigrés chinois, et qui consiste à dire, ben voilà, tout ce que vous pouvez glaner comme information, les salons, les stages, les conférences, etc., etc. Tout ça, ça peut être utile à votre pays. C'est présenté comme ça. C'est pas du tout, comment dire, les gens ne peuvent pas avoir l'impression de faire une mauvaise action. C'est-à-dire que, en gros, le discours qui est tenu, c'est nous sommes un pays en développement, nous avons beaucoup de difficultés. Vous êtes un privilégié, vous partez à l'autre bout du monde. Ben, pensez à nous qui sommes restés au pays, vous devez nous aider. C'est comme ça que c'est présenté. C'est pour ça que c'est... D'ailleurs, alors après, je ne sais pas, c'est tellement énorme comme appareil. Je veux dire, après, c'est pas tout de collecter l'information. N'importe quel espion, enfin, spécialiste de l'espionnage vous dira ça. C'est pas de l'espionnage, d'ailleurs. C'est plutôt du renseignement, de l'information. De l'intelligence économique, en fait. Le terme est pas mal. C'est que, après, il faut la trier, etc. Hein, donc ça demande aussi beaucoup de travail. Mais il y a un deuxième aspect qui est la relation avec les Occidentaux. Les Français, par exemple, il y a toute une action qui a été développée, je raconte dans le livre, auprès des retraités du CNRS. Bon. Donc, ils ont laissé aider à se constituer une association de retraités du CNRS qui ont organisé, spécialistes de la Chine, donc organisé plein de voyages en Chine. En général, à l'arrivée, il y avait toujours... On est très bien reçu, c'est-à-dire dans une belle limousine, un bel hôtel. Parfois, il y a même quelqu'un dans le lit de l'hôtel où on est amené. Enfin, il y a une politique d'accueil, si vous voulez, des ressortissants qui est très, très impressionnante. Hein. Moi, j'ai rencontré, par exemple, dans le cadre de cette enquête, un général de l'armée française qui m'a parlé de la Chine pendant des heures, mais c'était pays de bisounours. Hein. Je veux dire, et j'ai su qu'effectivement, on l'invitait, il était invité, il y avait des colloques qui étaient organisés. Il y a par exemple, faut savoir que dans le comité central du Parti communiste chinois, il y a une section France. Donc des gens qui, je pense, quelques dizaines de membres qui suivent particulièrement tout ce qui se passe en France, qui développent des relations avec
des militaires, des scientifiques, etc., etc. Donc vous avez quand même une action très systématique, et j'imagine qu'elle est faite dans d'autres pays que le nôtre, hein, pour essayer de progresser, de raccourcir, si vous voulez, le temps qui permet de dépasser un certain gap, un certain cap scientifique et technique. Vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent rentrer là-dedans. Donc ils n'y sont pas encore, mais bon, je trouve que ça va très très vite. Entre le début où j'ai commencé à m'intéresser à la Chine en 2003 ou 2004, où tout paraissait extrêmement rustique, et je vois aujourd'hui les produits qui sortent des usines chinoises, on voit quand même que c'est impressionnant, quoi. Je veux dire, alors certes, on nous dit, par exemple, il y a beaucoup moins d'exigences en matière de sécurité. C'est-à-dire que les TGV chinois, peut-être qu'il y aura plus d'accidents que les TGV allemands ou français. S'ils s'intéressent aux centrales low cost nucléaires et pas à notre magnifique EPR, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont moins soucieux d'un certain nombre de problèmes liés au nucléaire. Vous voyez ? Mais quand même, je trouve que les progrès sont très impressionnants. Il est maintenant temps de clore la conférence. Avant de vous remercier, Philippe Cohen. Oui. Rapidement alors. Je voulais savoir finalement, à travers votre ouvrage et la présentation que vous avez faite ce soir, quel est le message que vous voulez faire passer? Moi, je ne suis pas un homme politique ou un économiste. Je ne veux pas faire passer de message. Je veux essayer d'informer le plus honnêtement possible sur un certain nombre de choses qui me paraissent illusoires, sur un certain nombre d'illusions qui sont répandues sur la Chine et sur le fait que la plus grande des illusions, c'est de continuer à croire, comme souvent on le croit dans les cercles dirigeants, que la Chine, finalement, va nous aider à nous en sortir. Je crois que ce n'est pas vrai, tout simplement. Donc, pour s'en sortir, il faudra s'en sortir par nous-mêmes et ne pas compter sur ce mirage chinois. Voilà. Avant qu'on ne se quitte, je voulais vous signaler qu'avec la librairie Durance, une séance de dédicace est organisée. Donc Philippe Cohen se pliera bien volontiers à cette séance juste à la sortie de l'amphi. Voilà, merci pour votre attention, merci d'être venu ce soir, et puis merci surtout Philippe Cohen. C'est